Il y a quelques mois, j'avais déjà réalisé un backtest complet sur l'application des méthodes de trading basées sur le croisement des moyennes mobiles. Alors, si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande de commencer par cette vidéo, parce que pour mener bien ce travail, j'avais construit toute une infrastructure d'analyse avec des programmes en Python, des programmes sous Excel, avec aussi toute la partie mise en forme. Alors, j'ai repris cette plateforme en partie pour l'adapter au backtest du RSI, donc ça va être l'objet de cette vidéo. Et concrètement, ce que nous allons faire, comme nous l'avions fait à l'époque avec les moyennes mobiles, nous allons explorer sur une durée de 40 ans près de 3000 configurations différentes de RSI, où nous allons faire bouger la période et les seuils de déclenchement. Et nous allons ensuite faire un classement en termes de performance. Alors, comme d'habitude, ces tests sont réalisés sur mes deux indices de prédilection, que sont le S&P 500 et le Nasdaq. Alors, pourquoi ces deux indices? Parce qu'ils ont des comportements très différents. Le S&P 500, c'est un indice qui est relativement mou, relativement linéaire. Il intègre tous les secteurs, donc il y a une espèce de moyen-âge global qui s'opère. On a dedans la santé, les biens de consommation, l'énergie, l'industrie, voilà, et la technologie. On a aussi de l'immobilier. Donc c'est voilà, des actifs qui ont des comportements très très différents. Et le Nasdaq, lui, intègre essentiellement la technologie, donc c'est un indice qui est beaucoup plus volatile, beaucoup plus dynamique, et donc avec un comportement moins linéaire. Donc c'est intéressant de voir comment se comporte la méthode du RSI sur ces deux indices au comportement très différent. Alors, cette méthodologie, là, je l'ai appliquée sur deux indices, mais on peut l'appliquer sur n'importe quel autre actif financier, dès lors que les cours sont disponibles. Et moi, en l'occurrence, dans mon programme, il s'agit simplement de changer le ticker et on peut très bien basculer sur AMD, sur Intel, sur tout autre, même sur des matières premières. Donc, vous allez voir, les résultats sont assez surprenants. Et juste avant de terminer mon préambule, ce que je voulais préciser, c'est qu'ici, l'objectif, c'est pas de faire du prosélytisme, de vendre du rêve, d'extraire le Graal absolu. C'est pas trop le genre de la maison. Et c'est simplement et surtout, objectivement, vous partagez des faits issus de vraies données. Étant entendu, mais ça je pense que justement vous l'avez entendu des milliers de fois, que l'histoire n'est pas suffisante pour prédire le futur. Donc le but ici, c'est que vous ayez de la vraie data pour alimenter votre propre réflexion, comme moi je peux le faire de mon côté. Donc avant d'entrer dans le détail des résultats, je vais rappeler brièvement le principe du RSI, pour celles ou ceux qui ne le connaissent pas, et pour les personnes qui sont déjà familières avec cet indicateur, bah, vous pouvez avancer dans un timeline afin de passer directement à l'étude des configurations. Donc le RSI, ça signifie Relative Strength Index, ou en français, ça donnerait indice de force relative. Et en gros, c'est un indicateur de momentum qui mesure la vitesse et l'ampleur du mouvement des prix d'un actif. Alors ça peut s'appliquer sur n'importe quel type d'actif, hein. En gros, c'est un indicateur qui cherche à répondre à une question simple. Est-ce que le marché monte ou descend trop vite? Donc, comment ça marche? Eh bien, quand un actif enchaîne beaucoup de hausses consécutives, le RSI monte. Donc, on dit alors que le marché est en situation de surachat. Et quand il enchaîne, inversement, quand il enchaîne beaucoup de baisses, on dit que le RSI descend et on parle alors de survente. Donc, l'indicateur, il est borné entre 0 et 100%, ce qui le rend facile à lire. Donc, si le RSI est élevé, alors typiquement, on considère que c'est au-dessus de 70. Mais on verra, ça c'est des paramètres qu'on fera bouger, on verra un petit peu quelles sont justement les configurations qui sont plus adaptées. On dit à ce moment-là que le marché a monté trop vite et qu'il est peut-être temps de vendre. Et inversement, lorsque le RSI est bas, c'est-à-dire en général on prend la valeur de 30%, on dit que le marché a baissé trop vite et dans cette zone-là, bah, il serait peut-être intéressant d'acheter. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est le RSI, c'est un indicateur qui permet de repérer des excès temporaires dans le comportement des prix. En gros, il met le projecteur sur les moments où les investisseurs pourraient être un petit peu trop euphoriques ou un petit peu trop paniqués. Regardons maintenant les différentes étapes à réaliser pour pouvoir effectuer le calcul du RSI. Donc l'étape 1, on va faire un calcul de variation. Donc on va d'abord définir une unité de temps. Donc le RSI peut s'appliquer sur un temps qui peut être en minutes, en heures, en jours, en semaines, etc. Donc pour la simulation, on verra qu'on a utilisé des jours. Donc on a une unité de temps, là par exemple, qui sont des jours. Ensuite, on définit une période. Donc là, typiquement, on l'a vu, c'est 14.
Et ensuite, on va regarder sur cette période de temps, donc là, mettons 14 jours, combien de fois on a eu du gain et combien de fois on a eu des pertes. Donc, pour calculer le gain, on va prendre le prix au temps T, on va le soustraire au prix qu'on a eu la veille, si par exemple on est en journalier, et si cette quantité est positive, étant donné que là on prend le maximum, on va avoir effectivement une quantité positive qui va être envoyée, sinon on va être zéro. On va avoir zéro. Autrement dit, on n'a pas eu de gain. Donc pour que cette quantité-là soit différente de zéro, il faut que le prix au temps t, c'est-à-dire au temps courant, moins le prix au temps t-1, c'est-à-dire au prix de la veille, il faut que ce soit positif. Et bien évidemment, inversement, là regardez, on a inversé les deux. Donc cette quantité-là sera positive si le prix au temps t-1, c'est-à-dire la veille, est supérieur au prix du temps courant. Autrement dit, ça veut dire qu'on a une perte, et là, ça va être comptabilisé comme des pertes. Voilà. Donc voilà, là, sur les 14 premiers jours, on va faire ce type de calcul. Ensuite, on va faire, en étape 2, le calcul de la moyenne initiale. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend les n valeurs qu'on a identifiées ici, et on les somme, on fait une moyenne. On fait une moyenne toute bête, on fait une moyenne de tous les gains, et on fait une moyenne de toutes les pertes. Une fois qu'on a ce gain moyen sur les n premières périodes, et les pertes moyennes sur les n premières périodes, on va faire un lissage de type Wilder. Alors, le lissage de type Wilder, c'est pas tout à fait une moyenne arithmétique. Ça l'est sur les n premières data, c'est ce qu'on voit là. Donc là, on va faire une espèce de moyenne arithmétique. Par contre, la dernière valeur, elle va être détachée du reste. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de la formule mathématique parce que ça se retire un petit peu du cadre de ce que je vais vous présenter. Mais en gros, ce type de lissage, il est intéressant dans le sens où il accorde une importance plus importante à la dernière valeur de gain et à la dernière valeur de perte. Alors, je me suis trompé là, c'est perte ici. Voilà. Donc là, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en train de faire un lissage. Et une fois qu'on a ces deux quantités-là, donc qui sont issues en fait de tout ce qu'on a, de tout le petit calcul qu'on a fait précédemment, on va calculer la force relative en faisant le ratio entre le gain de Wilder, donc la valeur que vous avez calculée ici, divisé par les pertes de Wilder, ce que vous avez calculé là. Et une fois qu'on a cette valeur-là, pour la transformer en pourcentage, on applique cette petite formule. Voilà, 100 moins 100 divisé par 1 plus RS de T. Et ça va vous donner une valeur qui va être bornée et qui va évoluer de 0 à 100%. Pour que tout soit parfaitement clair, je vous ai fait un petit déroulé de calcul avec des valeurs imaginaires. Donc là, je vous ai fait une évolution du prix, 50, 52, 54, 53. Donc on voit que ça monte, ça descend. Enfin, ça fait un petit peu, voilà, ça bouge pas mal. Première chose à faire, rappelez-vous, l'étape 1, il faut calculer les valeurs de gain. Donc là, on voit que le jour 2, on a 52 alors qu'on était à 50 la veille, donc on a un gain de 2. Là, on a 54 alors qu'on était à 52, donc on a un gain de 2. Là, on a 53 alors qu'on était à 54, donc là, on a une perte, donc on n'a pas de gain. Là, on remonte de 2 pour aller de 53, 55, etc. Là, on a une perte. Là, on remonte de 3 parce que 56 moins 53, ça fait 3. Là, on a une perte, donc on comptabilise à 0, etc. Et bien évidemment, les pertes, on va les avoir aux endroits où on a eu des 0 en termes de gains. Donc là, comme le delta était de moins 1, on va se retrouver avec une perte de 1. Le delta est de moins 2, on se retrouve avec une perte de 2, etc. etc. Donc ensuite, le gain moyen, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on va sommer ces trois valeurs-là. Donc on a 6 divisé par 4, puisque là, on fait RSI de 4, je n'ai pas précisé, mais la période, on a utilisé une période de 4. Donc c'est pour ça qu'on ne peut rien faire sur les 4 premières périodes, puisqu'on n'a pas d'antécédent. Et là, on trouve un 5. Là, la moyenne des pertes, eh bien, on prend tout ce qu'il y a là, on divise par 4, ça nous fait 0,25. Du coup, le RS, il va valoir 1,5 divisé par 0,25, autrement dit 6. Et là, on va avoir un RSI de 85. Donc, on démarre comme ça. Ensuite, ici, pour l'étape suivante, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer cette quantité, on va la multiplier par, rappelez-vous, n-1. Donc là, ça va être 3. Et on va additionner à la valeur courante du gain. Donc là, ça va être 0, et du coup, et on va diviser par 4. Et du coup, on va se retrouver avec cette valeur-là. En dessous, même chose. Donc on récupère cette valeur-là, on multiplie par 3, et on additionne 3, qui est la valeur du gain courant, et on divise par 4. Et là, on se retrouve avec cette valeur-là, etc., etc. Je pense que vous avez compris le principe. Ici, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va utiliser le 0,25 qui est là, on va continuer à multiplier par 3, et on va additionner 2 de la perte qui est là, et on divise par 4. Donc ça va nous donner cette quantité-là. Ensuite, on reprend cette quantité, on l'injecte là, on fait x3 plus 0.
0, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de perte. Ici, on divise par 4, on trouve cette quantité-là. On fait notre petit ratio RS et on calcule notre RSI. Donc voilà, grosso modo, comment est calculé le RSI et comment moi je l'ai calculé dans mes programmes. Nous avons vu la définition du RSI, nous avons vu les formules, nous avons vu à travers un exemple des données tabulées. Maintenant, on va se rapprocher un peu plus des configurations utilisées par les traders à travers des plateformes qu'on peut trouver en ligne comme TradingView, Finviz et pas mal d'autres, ou hors ligne comme Pro Real Time. Donc sur ces plateformes, typiquement, ce que vous avez, c'est le cours de bourse. Donc là, je vous ai pris un exemple de Apple de début 2023 à fin 2024. Donc vous avez le cours de bourse et son évolution en fonction du temps. Donc c'est la courbe que vous voyez ici. Donc ensuite, sur la plupart de ces plateformes, celles que je vous ai citées, vous avez la possibilité d'ajouter des indicateurs. Donc là, je vous ai mis le RSI, mais il en existe pléthore, hein. Pour cet exemple, j'ai pris le RSI le plus basique, le plus classique, donc avec une période de 14 et les deux seuils classiques qui sont 30% sur la zone de survente et 70% pour la zone de surachat. Donc, le principe qui a été utilisé dans le backtest, c'est le suivant, c'est-à-dire que vous allez, lorsque vous allez croiser, lorsque la courbe du RSI va croiser à la baisse le seuil de 30%, parce que là c'est 30% qui a été utilisé, à ce moment-là vous allez enclencher un ordre d'achat, et l'ordre de vente se fera lorsque vous allez croiser à la hausse la zone de surachat. Et du coup, votre gain, ce sera le différentiel entre la coordonnée Y de ce point-là et la coordonnée Y de ce point-là, c'est-à-dire le petit delta que vous avez ici. Donc là, en l'occurrence, ça ferait 2-3 $. Ensuite, la courbe continue. Vous croisez à la baisse le 30%. Donc là, vous avez un autre ordre d'achat qui est déclenché. Ensuite, l'ordre de vente se fera au moment où vous allez croiser à la hausse, le RSI va croiser à la hausse la zone de surachat qui est à 70%. Et là, encore une fois, bon, il se trouve qu'on est en gain sur ces deux valeurs-là. Comme la flèche est orientée à la hausse, c'est-à-dire avec un coefficient directeur positif, ben, vous avez du gain sur ces deux-là. Et tout ça, on va le cumuler. Donc ensuite ici, ben, il n'y a pas d'opération d'achat qui ont été déclenchées parce qu'à aucun moment vous avez croisé à la baisse le 30%, donc il n'y a aucun ordre d'achat qui a été envoyé, donc il n'y aura pas d'ordre de vente. En fait, on s'est positionné uniquement à l'achat. Entrons dans le vif du sujet, en définissant tout d'abord les paramètres de l'étude. Les actifs financiers choisis, j'en ai parlé un petit peu en introduction, c'est les deux grands indices américains que sont le S&P 500 et le Nasdaq. Pourquoi? Parce qu'ils ont des caractères très différents. Le S&P 500 intègre les 500 plus grandes entreprises américaines, donc avec des secteurs très différents. On a un comportement donc beaucoup plus linéaire, beaucoup plus mou, etc. Notamment justement par rapport au Nasdaq, qui lui intègre uniquement des valeurs technologiques extrêmement volatiles, assez nerveux. Donc c'était assez intéressant de voir le RSI, comment il allait se comporter en fonction de ces deux caractères bien distincts. Donc la durée de l'étude, elle est de 40 ans, ça va aller de 1985 à 2025. Alors les paramètres sur lesquels on va jouer concernant le RSI, c'est la période. Donc la période du RSI, on va la faire évoluer entre 5 et 100 jours, donc ce sera du journalier, c'est-à-dire 96 périodes. Et les seuils de déclenchement, à la fois à l'achat et à la vente, seront de 60 à 90 quand on sera une zone de surachat et de 40 à 10 lorsqu'on sera en zone de survente, c'est-à-dire 31 seuils. Et si vous faites le produit des deux, ça va nous faire à peu près 3000 combinaisons, enfin 2976. La stratégie utilisée, alors pour des raisons de temps de simulation, de temps de calcul, de présentation de résultats, etc., j'ai lié les deux, l'achat et la vente en définissant un seul seuil, donc ça me faisait moins de données à calculer. Parce que sinon, il faut encore multiplier par une dimension supplémentaire si on décide d'avoir des seuils différents. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous définissez un seuil à 60, eh bien, la zone d'achat sera lorsque on aura un croisement à la baisse du RSI à 100 moins 60, autrement dit, en dessous de 40%, on aura un seuil de déclenchement à l'achat. Et la vente se fera lorsque le RSI dépassera le seuil, autrement dit, ici, si on a défini 60, lorsqu'on va dépasser 60, eh bien, on aura une vente. Et si par exemple on choisit le 90, eh bien l'achat se fera lorsqu'on aura le RSI qui descendra en dessous de 10, puisque 100 moins 90 ça fait 10, et la vente se fera lorsque le RSI sera supérieur à 90. Concernant les métriques, alors j'ai fait quelque chose un petit peu différent par rapport à ce que j'avais fait pour évaluer la méthode à partir des croisements de moyenne mobile, donc je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait à l'époque. Donc là, j'ai présenté essentiellement que le classement des rendements en pourcentage en fin de période, et j'ai laissé tomber toutes les petites vignettes que j'avais réalisées, que j'avais affichées, que j'avais commentées dans le cadre justement du croisement des moyennes mobiles, parce que j'avais vu une certaine cohérence, et là, j'en ai pas vraiment vu.
Donc du coup, j'ai décidé de ne pas les présenter. Alors on peut ensuite aller jeter un petit coup d'œil rapide dans la salle des machines. Alors, ça peut intéresser les programmeurs. Ici, c'est le programme qui m'a permis de générer toutes les sorties que je vous présente dans cette vidéo. Donc ici, on retrouve le ticker, donc c'est à partir de là que je vais aller télécharger toutes les datas. Ici, vous avez l'intervalle, on a parlé juste un petit peu avant, de la période du RSI, donc là ça va aller de 5 à 100. Vous retrouvez les seuils dont on a parlé également tout à l'heure, de 60 à 90. Ensuite ici, vous retrouvez le calcul du RSI suivant la méthode Wilder. Euh, Ensuite, vous avez le backtest de toutes les stratégies. Donc on passe toutes les configurations et toutes les stratégies sont backtestées et il y a des résultats qui sont extraits et ces résultats ce sont ceux-là. Donc là-dedans, il y en a pas mal que je ne vous ai pas présenté, je vous ai expliqué pourquoi, parce que les données pour moi n'étaient pas suffisamment pertinentes, etc. Puis ensuite, il y a les tracés de courbes, enfin, on ne va pas passer en revue tout le programme, mais en termes de data de sortie, ce qu'on obtient, c'est ce que vous voyez là. Donc là, vous avez les différentes simulations qui sont, enfin le chargement de données, il y a l'ordonnancement de toutes les opérations nécessaires pour arriver à ce backtest complet. Vous avez le temps alloué par chacun des processus. Et là, vous avez un temps pour les 2000, presque 3000 configurations. Là, vous avez voilà, le temps pris, c'est 344 secondes, donc quasiment 3 minutes. Donc à partir de là, il y a pas mal de fichiers qui sont exportés qui me permettent justement de mettre en forme ces résultats. Donc c'est les fichiers Excel que vous voyez là pour le GSPC, qui est en fait le S&P 500. Et puis ici, vous avez l'image que je vous ai mis, enfin l'image que je vous ai mis et que vous allez voir juste après. Alors, je ne clique pas dessus tout de suite parce qu'il n'y a pas le teaser que je vous présenterai tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est juste l'image de tous les résultats sous forme graphique. Ensuite, vous avez également, alors moi ce que j'aime bien faire à chaque fois que je lance un programme, surtout quand il y a un programme assez copieux comme celui-ci, c'est de vérifier qu'il ne me raconte pas de bêtises. Donc là, il y a un double check qui est réalisé. Donc je l'ai réalisé à partir de... Alors c'est lui qui m'exporte ce fichier-là, mais moi ensuite, à côté, je revérifie dans Excel si c'est pas planté dans les calculs. Donc, il m'exporte en fait ces colonnes-là. Je crois que c'est juste ici. Et puis moi, à partir de là, ce que je fais, c'est que je refais tous mes petits calculs à la main. Je vérifie que le RSI est bien conforme à ce que j'attends. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui a été calculé par Python. Donc on voit que c'est une donnée brute, il n'y a pas de formule. Et ici, c'est ce que j'ai calculé avec Excel, en utilisant des formules Excel. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? Je récupère le même résultat. Donc, ça veut dire que c'est OK pour moi. Et je peux faire confiance aux simulations. Passons sans attendre aux résultats. Donc là, on va traiter d'abord le S&P 500. Le ticker, c'est le petit chapeau ici, GSPC. Donc c'est le ticker qui me permet de récupérer les données en provenance de Yahoo Finance. Je récupère les données de 1985 à 2025. On en a parlé tout à l'heure. Donc ici, vous avez la performance en pourcentage, donc en fonction du temps. On va traiter les courbes dans l'ordre. Ici, vous avez le benchmark. Donc le benchmark, comme on parle du S&P 500, c'est le S&P 500. Donc c'est la courbe que vous voyez ici en bleu. Donc c'est la courbe qui est tout en haut. Ensuite, vous avez le DCA. Alors il s'agit d'un DCA mensuel, c'est-à-dire qu'on réinjecte de l'argent tous les mois. Donc le DCA, c'est cette courbe-là, une espèce de courbe en violette. Ensuite, vous avez la moyenne de toutes les stratégies. C'est ce que vous voyez là. Donc toutes ces stratégies-là, vous les moyennez. Faites une moyenne toute bête. Et vous avez ensuite la médiane. Alors la médiane, c'est ce qui partage la population en deux. Donc vous avez autant de configurations au-dessus de la médiane qu'au-dessous. Ensuite, vous avez la RSI 14 avec des seuils de 70 et de 30. Donc c'est le RSI extrêmement basique. Donc le RSI 14 avec les seuils 70-30, c'est ce que vous voyez ici, c'est la courbe rose. Alors première remarque, moi je m'attendais vraiment pas à la trouver là. Bon, on voit qu'en termes de performance, c'est quand même pas terrible, et pourtant c'est celle qui est utilisée en tant que... Enfin, qui est utilisée, enfin, ce sont les valeurs de référence qui sont préconisées avec le RSI. Ensuite, ici, je vous ai mis la pire configuration et la meilleure. Donc la pire, elle est ici, donc on n'a quasiment pas de gain. Et la meilleure, elle est à cet endroit-là. Donc elle monte à peu près à 3000, alors que le benchmark est un petit peu au-dessus des 3500. J'ai l'impression qu'on est à 3750, quelque chose comme ça. Donc ces deux configurations, la pire et la meilleure, je vous les ai mis en grisé, mais rassurez-vous, on va les découvrir juste après, c'est juste pour faire un petit teaser.
Je vous présente ici le même type de graphique que j'avais déjà présenté dans le cadre du backtest sur le croisement de moyenne mobile, à savoir le classement par gain décroissant des différentes configurations. Donc c'est cette courbe-là. Donc ici, vous avez le gain, et ici, je ne sais pas du tout ce que c'est comme configuration en termes de période, en termes de seuil, etc. Par contre, si je classe, je classe par ordre de gain décroissant, voilà globalement ce que ça me donne. Première remarque, rappelez-vous, on devait avoir près de 3000 configurations. Je crois que c'était 2976. Ici, on s'arrête à 1300. Donc ça, c'est volontaire de ma part, c'est pour éviter d'avoir un graphique trop large. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que sur l'intégralité, sur les 3000 configurations, il y en a plus de la moitié qui sont achetées parce que la configuration donne un gain à zéro. En général, c'est parce qu'il n'y a pas eu de traite de prix. Donc ça, c'est la première remarque à faire. Deuxième remarque, on s'aperçoit, mais ça on l'avait vu également dans le cadre des croisements par moyenne mobile, c'est qu'on a ici une espèce de zone vraiment non linéaire, où on a vraiment des excroissances de gains, enfin des gains en tous les cas qui se détachent pas mal du lot. Et ça se passe pour un petit pourcentage en fait du nombre de configurations totales. Donc là on voit par exemple que si on se fixait un seuil à 1000, on a à peu près 20% des configurations qui donnent un résultat supérieur à 1000. Et là on a vraiment très peu de configurations qui donnent des résultats qui s'approchent des 3000, sachant que le S&P 500, lui, est à 3500. Donc ça, c'est la deuxième remarque. Une troisième remarque, ce qu'on peut faire, c'est que... Donc là, j'ai fait la même chose que ce que j'avais fait, pareil, dans le croisement de moyenne mobile. C'est j'ai posé une droite de régression. Donc on voit que la droite de régression, ici, bah, c'est quand même pas la meilleure approximation de ce type de courbe. On voit d'ailleurs que le coefficient de corrélation, il n'est pas terrible, mais bon, malgré tout, ça donne une tendance, quoi. Mais on voit que c'est quand même beaucoup moins linéaire que ce qu'on avait sur les croisements de moyenne mobile. Ensuite, si on regarde à partir de quoi sont extraits toutes ces datas-là, ils sont extraits à partir de ce tableau-là. Alors, ce tableau-là, toutes ces datas-là sont générées par le programme Python. Ensuite, ça a été fait sur Excel, toutes ces parties-là. Donc ça, c'est les fameuses vignettes dont je vous parlais tout à l'heure. Et tous ces calculs-là ont été faits sur Excel également, pour avoir les moyennes, les médianes, les écarts types, etc., etc. Et donc, cette courbe-là, vous voyez, c'est pas exactement celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Pour avoir celle que je vous ai montrée tout à l'heure, il faut que je trie le gain par ordre décroissant. Voilà. Donc là, ça y est, je me suis remis dans la configuration que je vous ai présentée précédemment. On voit bien que le gain maximum ici est d'à peu près 3000, donc ça correspond à cette configuration-là. Et là, je fais tomber le teaser parce que vous avez directement la meilleure période du RSI qui permet d'obtenir ce gain-là. Donc là, c'est de 48. Le seuil pour la vente, c'est de 65 et le seuil pour l'achat, il est de 35. Donc voilà la meilleure configuration qui permet d'obtenir ce résultat-là. Et après, vous avez toutes les configurations qui correspondent en fait au peloton de tête, donc ces configurations qui sont dans ce coin-là. Donc on peut faire pas mal de remarques. Alors là, je vous encourage à faire une pause sur la vidéo et puis regarder un petit peu les différents paramètres. La première remarque qu'on pourrait faire par rapport à la configuration qui donne les meilleurs résultats, c'est qu'en fait, sur 40 ans, vous avez fait que 7 trades. Par contre, ce qu'on voit, c'est que c'est des périodes relativement larges, et ça rejoint un peu ce qu'on peut remarquer un petit peu partout ailleurs, c'est qu'en bourse, il faut savoir être patient pour avoir de la performance. Alors, moi, la courbe que je préfère, alors ça c'est bien, on peut classer suivant tout ce qu'on veut, là on peut classer suivant le threshold, etc., etc. Mais la courbe que je préfère, c'est la courbe de température, c'est celle-ci. Donc, celle-ci, en fait, permet de voir où sont les zones où on a les meilleurs résultats. Donc, si vous regardez, les zones où on a les meilleurs résultats, elles sont là. Et en fait, on doit retrouver ici, alors quelque part par là, alors il faut que je me rapproche, voilà, quelque part par là, voilà, on doit avoir la meilleure configuration, elle doit être, je crois que c'était 65, voilà, ça doit être celle-ci. Voilà, ici on retrouve la meilleure configuration, donc la période qui correspond à 48 et puis le seuil à 65. Par contre, ce qu'on pourrait imaginer, c'est aller chercher d'autres configurations qui donnent des résultats pas forcément aussi bons, mais malgré tout qui restent dans une zone très positive, au moins par rapport à ce qu'un indicateur RSI est capable de faire. Donc voilà les points que je voulais vous montrer. Et puis après ici, bon, je détaillerai pas plus en avant, mais j'ai fait aussi des courbes de température sur les win rates, sur les drawdowns, etc., etc. Bon, ça, à la limite, vous pouvez faire une pause sur image pour que vous regardiez un petit peu voilà, les paramètres qui pourraient vous intéresser davantage. Passons maintenant au Nasdaq, notre drama queen. Donc là, ça va être beaucoup plus rapide. On va pas décrire toutes les courbes. Un seul coup d'œil suffit à se rendre compte que les résultats sont pas terribles. Donc là, que vous preniez la moyenne, la médiane, la pire des configs, le RSI 14, 70, 30, ça se tient dans un mouchoir de poche, c'est relativement proche du sol. Ça veut dire que
Le gain est pas terrible. Il y a une config qui se détache un peu du lot, là, qui nous permet de faire un petit peu plus de 2000, donc un petit peu plus que le DCA. Mais globalement, cette technique à base de RSI sur le Nasdaq, mais ça on en reparlera dans le cadre de la conclusion, donne de moins bonnes performances qu'un DCA basique. Et l'ensemble de ces configurations donne encore un bien moins bon résultat que le Nasdaq pris en benchmark. Là, on voit qu'on est au-delà de 8000, alors que là, dans les meilleures configurations, on va dépasser les 2000. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le Nasdaq. J'étais très surpris de voir ces résultats-là. Mais voilà. Comme pour le S&P 500, on enchaîne sur notre classement par gain décroissant. Donc, première remarque, c'est qu'en fait, la courbe de régression, finalement, là, elle ne matche pas du tout avec la courbe. Là, on a l'impression qu'on a plus à faire une hyperbole qu'autre chose. On peut faire la même remarque que la remarque qu'on avait faite pour le S&P 500, c'est-à-dire qu'il y a la moitié des configurations qui ne servent à rien, c'est-à-dire qui ne donnent pas de gain ou qu'il n'y a pas de trade. Autre remarque, hormis le fait que le gain est quand même pas terrible par rapport à ce que proposait le Nasdaq, on n'a qu'une petite poignée de configurations qui nous permettent de nous détacher un peu du lot. On a à peu près 20% des configurations qui nous permettent de détacher un peu du lot, mais vraiment avec des performances qui sont ridicules par rapport à ce que le Nasdaq donne en brut. Voilà les remarques qu'on peut faire par rapport à cette courbe-là. Et si on reprend notre fichier Excel adapté au Nasdaq, bon, je ne vous décris pas le fichier, hein, on va remettre la courbe dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on va prendre le gain final, on va trier du plus grand au plus petit. Voilà, vous retrouvez la courbe que je vous ai présentée là. Voilà la courbe. Et en même temps, je fais tomber le teaser ici. Vous voyez ici, le meilleur gain correspond à un RSI avec une période de 35, à un threshold à 66 et donc à 34, c'est le complément à 100 pour la partie achat. On a fait 12 trades et il y en a eu 2 de perdants. Tout ça, ça me paraît un peu logique. On en reparlera aussi dans le cadre de la conclusion. On a quelque chose qui est plus dynamique, etc. Donc ça paraît un peu logique qu'on ait plus de trades perdants que ce qu'on avait eu pour le S&P 500. La configuration n'est pas rigoureusement la même. On va regarder ce que ça donne sur la heatmap. Donc notre configuration optimale, elle est ici. Donc ici, la période de 35, on voit bien, là, c'est dans la zone verte. Donc tous ces trades-là, toutes ces configurations-là sont pas mauvaises. Alors je dis pas mauvaises relativement, par rapport aux autres, hein, mais bien loin de ce qu'on pourrait obtenir par exemple avec un simple DCA. Et ici, donc pour un seuil à la vente de 66. Donc on arrive tout naturellement à la conclusion. Alors sur la partie gauche, vous avez tout ce qui concerne le S&P 500 et sur la partie droite, tout ce qui concerne le Nasdaq. Donc j'ai essayé de suivre un petit peu le même formalisme que ce que j'avais utilisé pour faire ma stratégie par croisement de moyenne mobile. Donc si on fait le bilan par rapport à tout ce qu'on a vu sur le S&P 500, ce qu'on voit c'est que ce soit la moyenne et la médiane, c'est globalement inférieur au DCA. Par contre, ce qu'on a vu également, c'est que si on choisissait de bonnes configurations, on pouvait très sérieusement se détacher du lot. Donc là, c'est ce qu'on voit notamment avec la courbe verte. Donc là, on peut avoir une performance qui est quand même relativement significative par rapport à la performance du benchmark, le S&P 500, qui doit être à 3750%, et là, on arrive à 3000%. Et justement, alors ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'aucune stratégie n'est testée, mais ça, ce sera vrai dans tous les cas, c'était vrai aussi pour le trading par croisement de moyenne mobile. Il n'y a aucune stratégie qui ne surperforme systématiquement l'indice de référence. Donc ça, c'est un peu une constante. Alors, si on regarde maintenant la fameuse configuration qui nous permet d'avoir de bons résultats, c'est celle-ci. Donc la meilleure configuration pour le S&P 500, c'est avec une période de 48, avec un seuil à la vente de 65%, un seuil à l'achat de 35%. La performance cumulée est de l'ordre de 3000%, avec 7 trades gagnants et 0 trade perdant. Je reprécise au passage 7 trades en 40 ans. Voilà, c'est pas énorme. Et le drawdown, on a un drawdown maximum de 33%. Donc ça, il faut le garder en tête. Parce que maintenant, si on revient sur la pire des configurations, donc là, ça correspond à une période de 32 avec un seuil à la vente de 63% et un seuil à l'achat de 37%. On a une performance cumulée de 45%, ce qui est vraiment pas terrible, hein, ça ne suit même pas l'inflation. Le nombre de trades gagnants, c'est 9, et le nombre de trades perdants, c'est 2. Et par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a un drawdown énorme de 65%, qui est quasiment le double de ce qu'on avait eu dans le cas de la meilleure configuration.
Donc là, c'est une remarque qu'on avait également fait dans le cadre du trading par croisement de moyenne mobile classique. C'est que le drawdown est en général relativement, enfin, est en général faible quand on a une configuration qui présente de bonnes performances. Ensuite, si on bascule côté Nasdaq, alors là, on voit que c'est pas du tout terrible. Donc, que ce soit la moyenne, la médiane, la pire des configurations, etc., enfin, tout ça, c'est très près du plancher. En tout état de cause, le DCA est bien supérieur à toutes ces configurations-là. Il y en a une qui éventuellement surperforme le DCA. On va en parler juste après, c'est celle qui est là. Et là également, aucune stratégie ne surperforme systématiquement l'indice de référence. Donc ce qu'on peut dire ici, c'est que le RSI pour le Nasdaq, c'est pas forcément le meilleur indicateur à choisir. Alors si on prend la pire des configurations, donc on l'a obtenu avec une période de 12, avec un seuil de 60 à la vente et 40 à l'achat. Le gain est négatif, donc là on perd de l'argent, hein, et on a même perdu son temps et de l'argent. On a fait beaucoup de trades gagnants, mais aussi pas mal de trades perdants avec un drawdown qui est gigantesque de 73%, plus que le S&P 500, ce qui est complètement logique, à la mesure où, rappelez-vous, je vous ai dit que c'était un indice extrêmement volatile, avec beaucoup d'accidents de parcours. Et si on prend la meilleure configuration, on est à 35 pour un seuil entre 66 et 34. Alors ce qui est intéressant, c'est regarder, on a quand même des seuils qui sont relativement proches ici, entre là et là, 66-34, 65-35. Là, on a une période à 48, là, on a une période à 35. Comme il est beaucoup plus dynamique, ça paraît un peu logique qu'on réduise un peu la période. Enfin bon, même si c'est relativement dur de poser des conclusions avec un parcours aussi accidenté. En tous les cas, le gain cumulé est de 2151% pour 12 trades gagnants et 2 trades perdants, et un drawdown de 45%, qui n'est pas la moitié de 73, mais bon, on voit que c'est quand même beaucoup plus faible que 73. Donc là, pareil, c'est un peu le dénominateur commun. Alors, moi, j'en ai fini avec cette présentation. J'espère que cette étude va vous aider dans vos analyses. À titre personnel, je tire de bons enseignements de toutes ces études. En tous les cas, je comprends beaucoup mieux pourquoi ce que j'avais du mal à appréhender dans mes premières années de trading. C'était une époque où je passais beaucoup de temps à coder des screeners très complexes pour tenter de surperformer le marché. Et bon, j'avais pas forcément le temps ni la capacité non plus de faire des backtests corrects. Et finalement, je faisais souvent chou blanc. Donc j'ai passé beaucoup de temps à faire ce genre de choses. Et avec le recul, j'ai compris que l'analyse technique, c'était loin d'être le Graal. C'est un Graal qui est annoncé par beaucoup. Et personnellement, je l'utilise que très peu. Je l'utilise éventuellement pour confirmer une forte conviction. Et en tout état de cause, je reste très basique dans mon approche, hein. On est des petites moyennes mobiles extrêmement classiques. Mais ça représente peut-être que 5% de ma prise de décision. Et ce qu'on a vu, c'est que le RSI est un indicateur qui est quand même assez sophistiqué par rapport à celui des croisements de moyenne mobile. Et pourtant, on n'a pas systématiquement de meilleurs résultats. Et c'est loin d'être le cas, notamment si on vous prenait le cas du Nasdaq. Là, on est à 2151. Je ne sais plus combien on était avec les trading par croisement de moyenne mobile, mais je pense qu'on était à 2 fois ou 3 fois cette quantité-là. Par contre, là, je pense qu'on est meilleur que ce qu'on avait avec les moyennes arithmétiques. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, bah, écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner et puis surtout m'encourager à continuer de faire ce genre d'études parce que je passe beaucoup de temps à faire. Je passe beaucoup de temps à faire du coding, mais c'est pas surtout le coding qui prend du temps, c'est surtout les vérifications. En général, dès que vous bougez le code, il faut regarder si vous n'avez pas eu une dérive au niveau de vos algorithmes. Donc à chaque fois, il faut tout vérifier sur Excel parce que ça prend beaucoup de temps. Mais bon, encore une fois, j'en tire beaucoup de satisfaction à titre personnel et ça m'aide beaucoup dans mes choix, mes prises de décision. Et voilà, j'espère que ce sera le cas pour vous aussi.